Laurent Roland, Antonin Kess, bonjour. Ahmed Harikwa, bonjour. Amis téléspectateurs et internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. On démarre, Laurent Roland, Antonin Kess, par le quotidien Matin Libre qui titre eh bien, ce matin, accusation grave et tendancieuse à l'encontre du Bénin. Kémy Séba, un os difficile à avaler. Est-ce que C'est une affirmation. Alors. Oui, mais est-ce que Kémy Séba est un os difficile à avaler pour la rupture? Cette rupture qui ne recule devant rien, pratiquement. Et on se pose mille et une questions, justement. Et donc, oui, Kémy Séba, ce qu'il a dit au Niger, ça inquiète plus d'un et ça interpelle plus d'un. Une fois encore, je reviens pour dire, je ne suis pas mieux placé pour remettre en cause ce qu'il a dit. De la même manière, je ne suis pas mieux placé pour remettre en cause ce qu'a dit le gouvernement. Toujours est-il que chacun dans sa position dit des choses en fonction des éléments dont il dispose. Et donc, j'ai vu l'acharnement contre Kémy Séba. C'est vrai que c'est un compatriote qui le dit. Il aurait pu le dire ici pour que ça aurait pris une autre tournure. Mais au fond, est-ce que nous devons nous offusquer de ce qu'un compatriote a dit des choses au point comment vous allez voir tout le monde s'acharne contre lui? Ah non, il est un antipatriote, il allait vendre son pays, il a fait ci, il a fait ça. Mais il s'agit quand même de propos assez graves. Justement, non, j'en viens. Pour vous dire quoi? Pour vous dire, Kémy Séba va chercher à se défendre. Le gouvernement va chercher à nous apporter des éléments de réponse pour dire, voilà, ce qu'il dit, c'est faux. Bon, laissons le temps au temps. Est-ce qu'on doit continuer à... Si on ne se reproche rien, si on est conscient ou convaincu que rien de ce qu'il a dit ne se passera au Bénin, laissons le temps au temps. Maintenant, ceux qui estiment qu'il faut l'interpeller, ils sont libres de demander... Il s'agit au-delà de tout de l'image projetée du Bénin à l'extérieur. Je suis d'accord. Quand c'est un Béninois qui parle en ces termes de son pays, cela amène forcément à... Je suis d'accord. Donc vous auriez aimé... À s'offusquer en tout cas. Il y a de quoi s'offusquer de ces propos. Oui, mais vous auriez aimé que ce soit un Togolais qui dise ça? Enfin, j'estime, pour ma part, cela ne concerne que moi. Si un Béninois, serait plus acceptable. Si un Béninois, ce serait plus acceptable, moins offensant, moins offusquant que ces propos viennent d'un étranger. Ahmed Harikwa, je n'ai aucun lien avec Kémy Séba. Et ceux qui sont dehors du renseignement le savent très bien. Ils peuvent, parce que je suis qu'ils ont déjà checké plusieurs fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que on s'acharne sur ce que Kémy Séba a dit parce que c'est un Béninois qui l'a dit. Justement parce que c'est un Béninois qui l'a dit dans un contexte précis. Parce que je suis Béninois. Un contexte de tension où tous travaillons à l'apaisement. Et ce genre de propos ne vient pas forcément travailler à l'apaisement. On est d'accord. Laissez-moi aller. Allez-y. Si je suis Béninois et que je ne veux pas que mon pays soit partie prenante dans une situation et que je dénonce peut-être ailleurs. Je ne dis pas que ce qu'il a dit, c'est vrai. Est-ce que cela suffit pour qu'on me dise que je ne suis plus béninois ou bien qu'il faut m'enlever la nationalité? Moi, je voudrais qu'on resitue le débat autrement. En disant, dans tout ce que Kémy Séba a dit là, est-ce qu'il y a une part de vérité dedans? S'il y a une part de vérité dedans, qu'est-ce que... a été clair sur le sujet. Oui, mais il n'en est rien. Oui, mais chacun donne sa position, sans aller en détail, bien sûr. Donc, est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce qu'il y a possibilité de checker pour voir si, en réalité, il y a quelques éléments de vérité dedans? Commençons par là d'abord. Après, on peut faire le débat pour dire, bon, écoutez, Kémy Séba, tu n'aurais pas dû le dire comme ça, mais viens, bon, ok, pourquoi tu le dis? Quels sont les éléments dont tu disposes? Tout le monde veut que... Vous savez que dans cette affaire, certains se sont empressés d'aller chercher les propos de Nathalie Nyam, par exemple, sur le fameux président... Allez, je vais pas dire des bêtises ce matin. En tout cas, les propos de Nathalie Nyam, qui est camerounaise, par rapport justement au président Paul Biya, et se sont empressés de faire la comparaison justement et de s'offusquer de ce que Kémy Séba puisse tenir ce genre de propos. Quand on sait plus ou moins les termes dans lesquels Nathalie Nyam parle, par exemple, de la gestion au Cameroun et du président Paul Biya notamment. Je suis d'accord. Quand on fait la comparaison, on se rend compte que il y a
il y a problème. Vous savez, quand on... Au-delà de tout, il faut préserver l'image de son pays. Quand parfois on ne veut pas assumer, surtout au plan international. Quand parfois on ne veut pas assumer, on cherche des comparaisons, on se réfugie derrière des comparaisons. Je suis d'accord que Paul Biya, ça fait déjà, il était au pouvoir avant que je ne naisse. Voilà. Je ne sois né. Et peut-être qu'il... non, pardon. Il mourra très bientôt avant moi. Très bientôt, dites-vous. Très bientôt avant moi. Non, rassurez-vous. Vous pensiez, enfin, vous voulez dire quoi? Avant vous. Vous voulez dire quoi? Non, c'est bon. Non, de toute façon. Dites juste qu'il mourra peut-être avant vous. Très bientôt. Mais très bientôt, non. Non, mais le vieux est fatigué, il faut qu'il aille... Ce n'est pas une raison. Il faut qu'il rejoigne ses ancêtres. Bref, c'est une parenthèse. Mais Nathalie, je suis d'accord que ça ne va pas au Cameroun. Nathalie, peut-être ne vous ne l'entendrez pas parler justement du Cameroun dans les thèmes employés par Kémy Séba pour parler du Bénin. Souffrez que... En fait, ce qui se passe avec Kémy Séba, Nathalie aujourd'hui, au fond, moi, je regarde les causes lointaines. Et je regarde les raisons qui peut-être peuvent vous motiver une telle situation. Et pour vous dire que la vie, c'est du donner et du recevoir. À une époque donnée... Vous pensez que c'est mérité? À une époque donnée, les gens se sont acharnés contre le Bénin, à tout prix, l'histoire de ne plus voir Boniaï au pouvoir. Et vous savez mieux que moi. Et c'était pratiquement avec les mêmes pratiques. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on a mal fait par le passé qu'il faut continuer justement de mal faire. Ce qui se passe doit être... Il faut continuer de mal faire. Ce qui se passe doit être une leçon pour ceux qui aspirent à être président à partir de 2026. Et ce n'est pas parce qu'on a été pécheur que, eh bien, il faut que vous... Parce que Ins a péché contre vous, qu'il faut que vous, à présent, vous péchiez contre lui. Ce qui est sûr. Vous êtes aspirant pasteur. Ce qui est sûr, non mais écoutez, laissez, quand vous payez, le salaire du péché c'est quoi? Non, c'est pas parce que je suis aspirant pasteur que vous allez vous foutre dans la merde et penser que... Quand on vous gifle pas à la gauche, ce qui est demandé c'est quoi? C'est le ton, justement... Giflez-moi pour voir si je ne vais pas répliquer. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, en tout cas, par rapport à cette situation. Sans formel, j'estime que ce que Kémy Séba a dit au Niger, il n'aurait pas dû le dire comme ça, en ces termes. D'accord? Je suis formel là-dessus, il n'aurait pas dû le dire comme ça, et en ces termes, encore que nous sommes dans une situation de crise, où il faut travailler à l'apaisement. Nous nous appelons tous les matins à l'apaisement, et donc, quand il va dire ça, c'est qu'il donne davantage de raisons aux autres de ne pas être assez flexible dans la situation pour nous écouter, pour qu'on aille à la table de discussion. Ça, je suis d'accord là-dessus. Mais je dis, tel que tout le monde veut jeter Kémy Séba dans la poubelle, même des jeunes sans conviction, je les ai vus il y a quelques jours, l'autre parle ici, en fait, c'est dans un tohu-bohu, je ne sais quoi, je sais comment apprécier ça, je suis tenté de leur dire, écoutez, calmez-vous, ça se passe entre Kémy Séba et vous, chef. Vous autres, vous n'avez rien à foutre dedans. Pourquoi? Parce que à un moment donné, en fait, moi je dis aux jeunes aujourd'hui, surtout les enfants de pauvres comme moi, qui veulent mettre leur bouche dans ces histoires-là. Voilà, il faut savoir raison garder. Non, écoutez, vous n'avez personne. Et parce qu'on vous a donné quelques billets de 5 000 ou 10 000 dans une enveloppe 50 000 francs, vous venez vous pointer pour dire n'importe quoi à la fois. Ce qu'il faut préciser justement, c'est que alors aujourd'hui, nombreux sont ceux qui s'amusent à écrire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Cela vous rattrape. Après, donc faites attention. Oui, donc ça peut vous rattraper à tout moment. Ne mettez pas votre bouche, je parle aux jeunes justement, ne mettez pas votre bouche dans cette affaire. Ça se passe entre Kémy Séba et les gouverneurs, surtout Patrice Talon et ses ministres. Moi, je crois que Wilfried Nyambouedi, toute l'équipe là, ils n'ont qu'à régler ça. L'essentiel pour moi, je voudrais dire à Kémy Séba d'éviter à l'avenir de dire des trucs comme ça contre son pays. Même s'il a des preuves que réellement le Bénin est dans telle dynamique, dans telle... non, il faut qu'il essaye de venir, même s'il le disait au Bénin. Bon, c'est vrai, vous savez, c'est en fait ça aussi le problème. Hein. Le problème aujourd'hui, c'est parce que c'est Kémy Séba qui l'a dit que tout le monde s'énerve. Ça aurait été un Togolais qui le dise ou bien... Oui, ça passe. Ça ne passera pas. Ça aura le même effet. La preuve. Pour un non-béninois, on comprendrait. Parce qu'on dit parce qu'il n'est pas béninois. Voilà. Bon, ça peut se comprendre. La prochaine fois, si Kémy Séba a envie de dire... La prochaine fois, si Kémy Séba a envie de dire des choses, il peut le faire dire par un non-béninois. Vous n'êtes pas sérieux. Non. Allez, sur la crise, fait, en tout cas. Dans une certaine mesure, acceptons d'abord que, bon, c'est un béninois, d'accord, mais pourquoi il le dit comme ça? Après, parce que si vous le dites de cette manière, c'est que chaque fois que le monsieur a des choses graves à dire alors, il peut le faire dire par d'autres personnes.
Bon, vous aurez apprécié, aimé ça? Ce serait encore mieux en tout cas. D'accord. Enfin, ce sera mieux perçu, j'en suis sûr. Interdiction de la traversée du fleuve Niger à partir de Malanville. Daibi Info estime que c'est un nouvel épisode de la tension Bénin-Niger. C'est vrai qu'on a eu les explications du porte-parole du gouvernement, estimant notamment qu'il s'agissait d'aider Tiani. Alors, c'est un autre quotidien qu'il a écrit ce matin. Il s'agit pour le gouvernement béninois d'aider Tiani justement à sécuriser son territoire, puisqu'on estime que venant du Bénin, beaucoup de beaucoup de quoi de situations en tout cas pouvant toucher à la sécurité, sinon à l'intégrité justement physique de Nigériens pourrait se poser. Interdiction justement de la traversée du fleuve Niger. Le Bénin prête main forte à Tiani pour la sécurité dans son pays. C'est Jamis Info qui en parle. Bon, moi, je ne vais pas me polémiquer. On va aller sur ce dossier parce qu'en fait, chacun de sa position apprécie et dit ce qu'il veut. Parce qu'en fait, d'autres doivent justifier leur position. Bref, c'est une parenthèse. J'insiste sur le fait que dans cette crise-là, je vais voir le côté positif. Dans toute situation, il faut chercher le positif. Aujourd'hui, il y a brouille entre le Bénin et le Niger. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant si nous savons que l'Orient et la tournoi de contre-saison quitte le Niger et le Burkina Faso pour venir au Bénin? Je crois qu'avec cette frontière fermée, frontière terrestre et puis fluviale fermée désormais, ça montre que le Bénin maintenant doit commencer par produire de l'Orient sur son territoire. Produire de la tomate de contre-saison, pas que seulement du coton dans le nord Bénin comme on a l'habitude de le voir. Et que le Niger aussi doit certainement développer une certaine résilience. Donc, les deux pays, donc alors, s'ils veulent parler à la table de négociation, que chacun développe une sorte de résilience et que nous réfléchissions sur ce que nous pouvons faire pour aider nos populations. J'en ai fini. Alors, on apprend également sur ce sujet, en tout cas, qu'une mission, justement, du Parlement de la CEDEAO sera bientôt dans les deux pays, Laurent. Oui, la CEDEAO qui peine à réagir, maintenant on dit que les parlementaires... D'abord, l'institution même déjà pose problème et on dit que c'est les députés. Encore que tout. Pourquoi est-ce qu'elle pose problème, l'institution? Bon, on ne va pas faire ce débat encore. Faites-le, non, faisons-le. Non, mais... Longtemps attendu, finalement, on a un début de réaction par rapport à cette crise, en tout cas. Bon, espérons que les choses aillent pour le mieux. Vous imaginez que... Vous avez vu que c'est une Togolaise qui a été... Justement, portée à la tête du Parlement de la CEDEAO. De ce Parlement, oui. Donc, attendons de voir ce que ces députés du Parlement de la CEDEAO viendront faire. Allez, on renoue avec Matin Libre, à présent, Laurent Roland-Antonin Nkès. Matin Libre qui nous emmène au port autonome de Cotonou. Mécontentement, ça dénonce cessation de travail. Oui, justement, cessation de travail. Il y a quelques semaines, j'avais dit à l'information qu'il y a une grève au port autonome de Cotonou, au point où c'est difficile pour les camions de décharger. Et ça continue, malheureusement. Moi, je voudrais interpeller le gouvernement pour dire de revoir les conditions de travail. C'est vrai qu'actuellement, avec la chute des activités, la baisse des activités au port de Cotonou, et la chute des activités au port de Cotonou, il faut préciser que c'est difficile pour les travailleurs, c'est tout simplement difficile pour les entreprises qui opèrent sur la plateforme portuaire. Et maintenant, les travailleurs qui demandent un certain nombre de choses concernant l'amélioration de la condition de travail, il faut que le gouvernement se penche sur cette affaire, attendant de voir si ça va être résolu le plus vite possible. D'accord. Vous faites bien de nous suivre sur Eden TV. Matin d'Eden de ce jour suit son cours et on poursuit avec les analyses et commentaires de Laurent Roland-Antonin Nkès ce matin. Dynamisme Info. À sa une, on peut lire exonération temporaire des taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau. La requête des syndicats au gouvernement pour soulager face à la cherté de la vie. Laurent. Oui, on constate que le prix de l'électricité augmente sans qu'on ne nous l'annonce, bien évidemment. C'est pareil pour l'eau, quand bien même on a pu voir que dans le septentrion, je crois, Abdoulaye Biachani est allé dire de 85, je crois, régions à 100 et quelques zones. 400 et quelques couvertes aujourd'hui. Quand bien même on sait très bien, on peut faire le débat de la disponibilité de l'énergie électrique en temps réel, et surtout dans certaines parties du Bénin où les gens manquent d'électricité pendant 24 heures parfois.
Et même ici chez nous, à Cotonou, à Boné-Clavi, on sait comment ça se passe. Hein? Bien sûr. En pleine nuit, en plein sommeil, vous vous rendez compte qu'on a coupé l'énergie. Et puis après, malgré ça, on augmente chaque fois le coût. Et il faut peut-être chercher les raisons qui sous-tendent cette situation. Et souffrez que je le dise, hein, malheureusement pour les Béninois. Il se peut que les prochains mois aussi, ça augmente. Et en son temps, je vous parlerai des raisons. Bref, mais c'est pour dire aussi au gouvernement qu'ils doivent travailler à revoir cette situation. Parce qu'on parle d'augmentation, même quand on augmente le salaire pour vous en tant que fonctionnaire de l'État, mais que de l'autre côté, vous avez peut-être des tasses à payer, et puis après vous avez l'augmentation de l'électricité, on ne vous informe même pas pour que vous puissiez être préparé. Vous constatez que la consommation que vous avez d'habitude, c'est la même consommation, mais que le coût, ce que vous devez payer a augmenté. Et ça, c'est un problème pour les citoyens. Vivement que cette doléance des travailleurs soit examinée, et qu'une solution soit apportée, puisque déjà, il faut déjà aussi travailler à ce que nous puissions avoir en permanence l'énergie électrique, dont la rareté parfois pose des problèmes à plusieurs opérateurs économiques. Ceux qui ont des poissonneries, parfois, sont obligés de jeter des produits. Je connais une poissonnerie dans ma rue, parfois quand il y a coupure, surtout quand la nuit il y a coupure jusqu'au petit matin, parfois c'est difficile pour ces personnes. Et c'est ça qui fait que vous allez acheter du poisson ou de la viande dans les poissonneries, mais parfois vous constatez que la qualité n'y est pas. Ce n'est pas la faute à ces personnes, mais c'est la faute c'est la non-disponibilité de l'énergie en temps réel et tout le temps. Donc, oui, c'est une bonne doléance. Attendons de voir si le gouvernement va se pencher sur la question. Mais je crois que ce serait bien de le faire, de revoir non seulement le coût à la baisse, mais aussi de nous assurer de la disponibilité. Et pendant dans certaines localités d'ailleurs, comme chez moi, à Kassato, vous voyez, vous avez quand vous n'avez pas le courant, c'est qu'il n'y a pas l'eau. Et donc, du coup, vous n'avez rien des deux. Vous imaginez que tu te réveilles un matin pour te laver, pour venir au boulot. Pas d'eau. Il n'y a pas de courant toute la nuit, donc tu es resté dans la chaleur. La dernière fois, à 0 ils ont coupé, j'ai dû sortir de la maison. Je ne supportais pas la chaleur, j'ai dû marcher pour faire le tour de Carrefour, me tourner. Ah, vous marchez tard la nuit? Ben, écoutez. Vous prenez des risques quand même. Vous pensez que je prends des risques? Vous savez que la sécurité elle est d'abord individuelle. Donc vous pensez que je prends des risques? Ben, vous marchez très tard. Vous m'informez que en réalité, je suis plus dans un pays sécurisé. Non, mais après, il faut prendre des dispositions soi-même pour être en sécurité avant que d'attendre de l'État d'assurer sa mission régalienne qui est de sécuriser J'ai fait quoi à qui dans ce pays pour qu'il m'attaque la nuit? Laurent Roland Toninquès, pendant ce temps, le gouvernement est en tournée de reddition de comptes. Fraternité écrit, tournée gouvernementale justement de reddition de comptes. Les grandes avancées exposées aux populations, l'heure n'est plus à l'intoxication et à la désinformation. Personne n'intoxique. S'il refuse de communiquer... Bon, êtes-vous sûr? Oui, mais je suis sûr. Si vous refusez de communiquer, les gens vont supputer. D'accord. Qui les a empêchés de communiquer? Vous les avez empêchés de communiquer? Moi, je ne les ai pas empêchés de communiquer. S'ils ont choisi à un moment donné de ne pas communiquer, ça fait leur problème. Si maintenant ils décident de communiquer, ça fait encore leur problème. Les populations sont là pour écouter. Okay. Seulement que parfois, quand on veut communiquer, qu'on nous dise la vérité de ce qui se passe. J'ai vu, et je suis le premier à le dire, je l'ai dit, je le dirai encore ce matin. J'ai vu que cette affaire a commencé par Alada. Oui, lancement officiel. Et j'ai eu à dire ce que je pense dans un groupe. Chez vous? Chez moi. Vous y étiez? Vous faites quoi? Vous n'avez pas été convié? Je n'ai pas été convié. Je ne suis pas acteur politique. Les acteurs politiques, toutes catégories confondues de l'ADA, à une époque donnée jusqu'à, en tout cas, à une date récente, ont troqué leur intérêt contre l'intérêt de la commune d'Alada. Ah, carrément. Moi, je le dis, tous les maires qui sont passés à Alada, leur problème, quand ils deviennent maires, c'est comment devenir député après qu'il y ait leur problème. Du coup, ils sont incapables de discuter. Dans la vie, il faut chercher à évoluer. Du coup, ils sont incapables de négocier ce qui arrange leur communauté. Alada, c'est le berceau de la royauté au Bénin méridional. Vous avez vu ce qui se fait à Abomey en termes de tourisme? Vous avez vu ce qui se fait à Ouida? Vous pensez que Alada mérite mieux? Alada mérite mieux. Abomey et Porte-Nouveau sont partis d'Alada. Même si aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître que leur origine c'est Alada. Mais l'histoire est là.
On peut tenter de C'est un continuer. digne fils d'Alada qui parle. Hein. Oui, c'est un digne fils, mais en réalité, ce n'est pas un digne fils pour qui parle de ça. Je parle en réalité de ce que si nous voulons valoriser, valorisons. Je sais que le péché d'Alada, c'est qu'à une époque, en 2016, quelqu'un qui est censé être roi d'Alada a eu du penchant pour un autre candidat. Quelque part, c'est peut-être ça l'origine. Mais ce que je dis, ils sont allés à Alada. Qu'est-ce qui a changé à Alada? La persécution de vertu qui n'est pas encore terminée là. Bon, on a rassemblé des populations, peut-être que Treillet sur le volet à qui on a parlé, et certains sont venus encenser le gouvernement. Je suis d'accord, je le dis, il y a une modernisation du Bénin qui est en cours. Je n'ai jamais été contre ça. Mais en réalité, je dis, quand vous faites des projets, d'accord, développement du tourisme et autres là, à Abomey, à Ouida, avec tout ce qu'on met comme investissement, alors que l'origine, la source même apporte nous aussi ce qu'on fait, et que la source des sources, le berceau du vaudou, le berceau de la royauté au Bénin méridional, vous négligez ça, ça veut dire qu'il y a un... Non, ça c'est un autre débat en tout cas. Parlons de la tournée. Qui est voilà, non, c'est pour vous dire quoi. Oui. Ils sont allés là-bas pour parler d'énergie, de parler de coopérative, des réalisations. Des réalisations. Du gouvernement. Ah oui. Moi, je n'en vois pas pour autant, en dehors de la place soviétique qu'on veut faire là. La voie qui mène juste au palais royal là. Je ne suis pas de la famille Digla, Digla, Dirento, les familles royales. Je suis pas royale. Non, non, ma famille est une famille alliée, d'accord. Donc, au-delà de tout, je veux que, quand les Haïtiens viennent au Bénin, leur première origine qu'ils veulent rechercher, c'est Alada. On a tout fait d'amener les Haïtiens. Oui, on a tout fait d'amener les Haïtiens au Bénin, de les amener à Abomey. Vous savez qu'il y a un projet pour leur offrir la nationalité, enfin, pour parler des afro-descendants de manière générale. Ce que j'apprécie, parce que ça fait partie des premières revendications du mouvement pour lequel j'ai travaillé longtemps, le Conseil représentatif des associations noires. Ça fait partie de nos premières revendications et on a toujours travaillé pour ça. Même si tout récemment, on a donné des passeports à d'autres personnes sans pouvoir donner encore aux afro-descendants. Ça, c'est aussi un autre débat. Mais j'estime que oui, ça c'est... J'applaudis ça. Mais j'estime que ceux qui sont allés à Alada, et notamment les autorités d'Alada, les élus d'Alada, doivent pouvoir s'asseoir, réfléchir. Ça, c'est sur le cas d'Alada. Oui, il doit réfléchir d'abord sur le cas. Accepter que les gens viennent faire le show, alors que vous-même, là, pour aller même chez eux, ça n'est pas mieux, là. Non, mais c'est une tristesse. Donc, pour vous dire quoi, on parle d'asphaltage, pratiquement, eux, ils sont là, mais ils ne négocient pas. Et j'interpelle l'actuel maire d'Alada, Joseph Capo, peut-être qu'il ne sera pas d'accord avec ce que je dis ce matin, parce que c'est un ami, et puis c'est que... Mais je pense que il faut qu'on essaie de revoir. Alada mérite mieux, c'est votre propos de ce matin, on l'aura compris. On a fait des stades dans le Bénin, 22 stades, on nous a dit. Alada, chef-lieu du département, pas de stade à Alada. C'est un exemple. Et les jeunes vont se mettre là en rang à solliciter, à dire nous soutenons. Et c'est mes frères et sœurs qui sont là-bas. Je leur parle ce matin. Mais bien, allez, je crois qu'il est temps que vous essayiez d'éviter de troquer votre intérêt contre l'intérêt, voilà, troquer votre intérêt contre l'intérêt de votre commune qui végète dans une, je ne sais pas, vétusté hors norme. Ce n'est pas possible. Alors, mais quand on finit de parler d'Alada, allons parler du Bénin en général. Oui, des choses ont été faites. Moi, je ne vais pas être, en tout cas... Tout peint dans noir. Non, du tout non quand même. Il y a des stades, il y a des routes. Voilà. Oui, il y a l'hôpital international de Calavi qui sera inauguré en novembre. Inauguré d'ici novembre. Le Bénin, quand vous prenez par là, c'est... Le Bénin en plein... C'est assez mouse ce qui se fait en tout cas. Oui, mais le Bénin en plein chantier de modernisation. C'est ça. C'est bien. C'est ça. C'est très bien. Hein. C'est très bien. C'est bien. C'est magnifique. Non, ce serait très bien si on connaît le coût de certaines réalisations. Dès lors que moi... L'éternel débat. Oui, dès lors que je ne connais pas le coût de Boulevard Marina, combien on a investi là, dès lors que je ne connais pas ce que la statue d'Amazon m'a coûté en tant que Béninois, c'est bien, c'est pas encore très bien. Le jour où on me dira ça et qu'on aura d'autres éléments. D'ailleurs, vous savez l'intérêt dans ce qu'on dit là. Le simple fait de nous dire le coût de ces réalisations nous aide pour que quand il y aura notre président là, qu'il ne vienne pas nous dire que c'est 2 fois le montant qu'il utilise pour les mêmes Alors, pour faire le lien avec cette tournée de reddition de comptes en cours, on pourrait dire, oui, c'est bien de nous rendre compte, mais rendez-nous compte aussi de l'aspect financier des choses. Oui, justement. Combien est-ce qu'on a utilisé, on a dépensé, par exemple, pour de 85 localités, telle zone. De 85 localités à 480, ça a coûté combien aux contribuables? Nous avons investi combien? L'asphaltage face
voir face au témoin de Jéhovah, moi qui vu qu'on veut commencer. Combien ça coûte? Ça devrait nous coûter, ça doit Voilà, nous coûter combien au terme? Le Carrefour qui écoule. Séminaire, du tout. Enfin, Carrefour, d'accord. Ce qui a été fait pour le marché de gros. Pour le marché de gros, ça nous coûte combien? Le marché de gros, ça nous coûtera combien? Au finish, j'ai pris par là samedi dernier. Bon, voilà que vous me dites que je prends des risques. Ben, parce que si vous vous promenez tard la nuit... Non, samedi au moins le matin, je suis sorti. Bon, le matin, ça va. C'est bon, ça peut aller. Le matin, ça va. Vous me rassurez? Oui, le matin, ça va. Je peux sortir le matin, mais la nuit, d'éviter de rentrer Faites avant. attention quand même. Ah, d'accord. Ok, donc, cher Béninois, vous avez compris, hein, je dois faire très attention désormais. C'est ça, Bref. c'est ça. Donc, pour dire, j'ai pris par là, j'ai vu que le chantier est encore en cours pour le marché de gros. Et j'avoue que c'est des travaux de qualité. C'est beau. Et puis, j'ai pu voir un peu jusqu'au niveau de la prison civile, tel que la voie est bitumée, tout là. Et j'ai vu que plus loin encore, il y a un autre chantier. Vers la fin du goudron, de l'autre côté, vers Kansoukwa là-bas également. D'accord. De chantier, ça, c'est des choses à apprécier. Vivement que tout cela sorte de terre, tout ce soit maintenant qu'on mette le marché à disposition des bonnes dames, plutôt que ce soit des magasins pour ce que vous savez, les produits que vous connaissez. Parce que ça aussi, c'est le débat. Les ministres et différents cadres de l'administration publique, hein, enfin, je parlais des directeurs centraux et autres, sont donc en tournée gouvernementale. Laurent Roland Toninkès, pendant ce temps, le ministre de la Culture est abonné enfin, comment ça se dit? Est absent. Enfin, je ne trouve pas l'expression. La bonne expression. Le ministre était censé être au Brésil avec le ministre de la Culture. Maintenant, on dit qu'il a un intérimaire. Oui, lequel intérimaire, je n'ai pas aperçu dans la délégation. Je ne sais pas s'il est dans la délégation. Oui, non, il n'est pas dans la délégation. Le chef d'État y est allé avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances. Voilà. Donc, je pense le ministre de l'Agriculture aussi. Entre le Bénin et le Brésil, c'est de grands liens culturels. Et donc, quand on se rend... On serait tenté de dire culturel aussi, finalement. Voilà, culturel. Et quand on va au Brésil, et quand on voit même le chef à l'entrée d'un temple où on lui passait, en tout cas... Bon, ça gagne cette petite polémique. Bon, non, il est libre. Bah oui, c'est voilà, un citoyen béninois. C'est un choix. Parce qu'il y en a qui vont au niveau du mur de lamentation pour mettre leur petit le papier de prière, recueil de prière. Hein. Donc, chacun dans le monde est libre de pratiquer ce qu'il veut. Moi, je n'en veux pas du tout à partir de ça, par rapport à ses convictions culturelles et culturelles. Non. Bien au-delà. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il trouve son plaisir, il n'a qu'à continuer. Donc, oui, on l'a vu. Donc, quand on le voit à l'entrée d'un temple au Brésil, mais que là, il n'y a pas le ministre de la Culture. Bon, on dit qu'il y a un intérimaire. Et que l'intérimaire même n'était pas dans la délégation, ça pose un problème. Parce qu'en réalité, c'est le ministre qui va voir aussi avec le chef de l'État et qui réfléchit en même temps que le chef de l'État. À moins que... ces cadres, évidemment. Oui, à moins que ce soit le chef qui réfléchisse et qui dise au ministre ce qu'il a fait. Voilà. Sinon, en temps normal, même s'il y a un ministre intérimaire, on doit pouvoir constater sa présence du côté du Brésil. Maintenant, on dit un ministre est permissionnaire. On dit qu'il est permissionnaire, voilà. Permissionnaire. Et j'ai cru lire quelque part que le porte-parole aurait dit qu'il prend du recul. Recul par rapport à quoi? Il a demandé une permission que le chef de l'État lui a accordée. Ok. Bienvenue dans la... Si, évidemment, vous savez qu'au Bénin, comme on aime les polémiques, bah oui, il aurait démissionné. Non. Oui, il aurait démissionné. Oui, ce qui est sûr, oui. On dit en fond, fidèle. Donc, tôt ou tard, on saura ce qui se passe, ce qui ne va pas. Vivement que Abimbola revienne au gouvernement. C'est ça. Maintenant, s'il ne fait pas revenir au gouvernement... Enfin, il n'est pas sorti du gouvernement. Bon, vivement qu'il finisse... Il revient de sa permission. Vivement qu'il finisse sa période de permission et qu'il revienne. Maintenant, si entre-temps, il a fini la période de permission et qu'il dit au chef... Parce que aussi, quand il demande permission pour partir, qu'on lui accorde là... Vous savez, quand parfois vous voulez démissionner... Parfois, on est fatigué. Hein. Vous savez que c'est pas toujours... Ahmed Arikwa. Travailler Ahmed Arikwa, parfois, assez soutenu. Vous avez envie de quitter un boulot, parfois, et vous savez que vous déposez une démission, on peut refuser. Donc on demande d'abord. Vous demandez la permission. Cette partie qu'on connaît. Ah d'accord. Et puis après, vous allez là-bas, vous ne revenez plus jamais. D'accord. Donc en réalité, pour quelle raison est-ce qu'il démissionnerait, par exemple, selon vous? Vous voulez que moi je parle
d'histoire d'État entre des gens, des gens qui sont connus depuis des années, qui s'entraident, l'autre position, l'autre position pas. Vous ne voulez pas de ces gens-là. Vous faites bien en tout cas de parler donc de cette visite du chef de l'État au Brésil. Rencontre historique avec le président Lula da Silva. Patrice Talon réchauffe les liens de coopération avec le Brésil. Le chef de l'État est également annoncé du côté de la Corée du Sud. Bon, déjà que ce n'est pas la Corée du Nord, ça nous rassure. Vous avez peur, c'est ça? Oui, mais... De quoi avez-vous peur? Que craignez-vous? J'ai vu que le chef d'État voulait aller en Corée. Oui. J'ai dit, mais c'est quelle Corée? J'ai Corée du Sud. Ah, alléluia. C'est qu'il y a un sommet Corée-Afrique qui est annoncé. La Corée du Nord, vous savez, non? Je ne sais pas. Si on doit nous amener les pratiques de Kim Jong-un ici avec ce que nous subissons déjà là, mais il vaut mieux changer de nationalité pour aller au Niger. Bon, le chef d'État a pris sérieusement est du côté de la Corée du Sud pour sauver Afrique-Corée. C'est une bonne chose. Et oui, les Sud-Coréens apportent beaucoup à l'Afrique en termes d'accompagnement, ce genre de choses. Donc oui, c'est une bonne nouvelle que de savoir que le chef d'État, notre président de l'Afrique, qui au début de son mandat ne sortait pas du tout, ne recevait pas du tout le chef d'État ici aussi également, mais qui a fini par commencer ça, à recevoir les délégations étrangères, mais en sortant aussi des 4 murs de la présidence ou de sa résidence pour aller dans d'autres pays. C'est heureux, vivement que nous ayons de bonnes retombées pour notre pays, que ça aide les jeunes à avoir de l'emploi, que ça aide les femmes à s'autonomiser, que ça aide les entrepreneurs à trouver des opportunités. Parce que dès lors que vous entrez, vous allez dans ces pays, vous discutez des projets de votre pays, et ces personnes, ces pays décident de vous accompagner ou non dans tel ou tel secteur. Et ça apporte toujours un plus à votre économie, en tout cas au développement de votre pays, c'est très important. D'ailleurs, certains s'interrogent sur, on va dire quoi, ces talents du chef de l'État à sortir de plus en plus maintenant. Qu'est-ce qui fait courir Patrice Talon s'interroge donc. Bon. Si vous avez l'impression que oui, le chef de l'État est à la quête ou est en quête de quelque chose, court après quelque chose, en faisant ses visites, puisque vous le faisiez remarquer à l'instant, ce n'était pas dans ses habitudes. Oui, c'est la fin du mandat et puis après, lui n'est plus là. Et je suis parie que d'autres pays, d'autres candidats ou d'autres formations politiques envoient déjà des émissaires dans beaucoup de pays pour prendre contact avec les dirigeants de ces pays-là, histoire d'avoir leur soutien, leur caution pour la présidentielle de C'est possible. Et dans ce cas de figure, c'est que vous qui êtes au pouvoir, c'est stratégique pour vous d'aller très vite sur le terrain, aller rencontrer des gens. Parce que imaginez, vous savez, au Brésil, le Brésil a un lien fort avec Sébastien Adjavon. Parce que la grande partie des produits congelés qu'Adjavon a mené au Bénin partaient du Brésil. Et je travaille au conséquent en disant que je connais au moins 2-3 Béninois jeunes qui travaillent actuellement dans des grandes boîtes de production de volailles au Brésil. Ils sont à l'abattage, ils travaillent là-bas, ils gagnent bien leur vie. Et donc, si peut-être des gens comme Adjavon ou d'autres acteurs politiques ont des petites attaches au Brésil, je ne dis pas que c'est ça, il ne faut pas que les gens me prennent des intentions, c'est pas ça. Mais c'est possible qu'en allant dans ces pays aujourd'hui, ça vous permet vous-même de prendre contact avec les responsables de ces pays-là pour éviter, puisque tout candidat qui a une porte de sortie, il y a quelqu'un qui était... Comment vous appelez, au niveau il y a un pays de l'Afrique centrale, un potentiel candidat de 2016, qui se prépare aussi pour 2026. 2021, pardon, qui se prépare pour 2026 également, qui était en Afrique australe, il y a quelques mois en arrière. Donc, chacun va trouver les moyens pour aller occuper le terrain, en fait, puisque la nature a du vide. Oui, parce que si vous avez des amis au Brésil, par exemple, et que moi-même, je vais là-bas pour leur expliquer que voilà ce que je fais, voilà ce que je peux leur proposer, ça vous facilite la tâche. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Patrice Talon... C'est ce qui fait courir le chef de l'État? Il sort pour aller montrer son potentiel de fin. Attendons de voir. Pour prévenir, en tout cas, parce qu'il paraît qu'il y était avec... oui, surtout que le potentiel de fin était dans la délégation. Est-ce que les contacts sont pris pour ça? En parlant justement... Si je parle de moi, je vais parler des retombées économiques d'abord. Économique, culturelle, s'il veut aller présenter un potentiel de fin ou quoi. Mais il paraît que l'autre aussi était dans la délégation.
Ok. Le suscité aussi il paraît qu'il était aussi de la délégation. Donc, on ne sait pas finalement si le suscité aussi était dans la délégation. Je ne sais pas finalement qui il va présenter s'il devait le faire. Laurent Roland Tonéikès, en parlant justement de la présidentielle de 2026, Daniel Eda sur l'émission Entretien du dimanche de DNTV, Dieu a le dernier mot. Oui, Je ne sais pas si vous avez suivi l'entretien. Non, mais en fait, quand je suis Daniel Eda, je vois quelqu'un qui a une foi inébranlable, hein, qui reste, en tout cas, focus sur ce qu'un pasteur lui a dit. Je crois que j'ai suivi cette vidéo où un pasteur lui a dit qu'il sera président du Bénin. Ok. Il le prend comme une Prophétie. promesse. Il le prend comme une promesse de Dieu, une prophétie. Qui suis-je pour douter de la parole d'un serviteur de Dieu sur un des enfants de Dieu? Je ne suis rien. Maintenant, si c'est vraiment la volonté de Dieu, il sera président. Mais si jamais il n'est président du Bénin, on verra aussi, on fera le point. Je crois que je ne vais pas blasphémer en fait. Donc, je souhaite tout le meilleur. Qui vous a convaincu au détour de cet entretien? C'est un monsieur qui a du potentiel, une bonne vision pour son pays. Du potentiel, une très bonne vision pour son pays. Mais malheureusement, les réalités du Bénin font que ce n'est pas évident que les gens l'écoutent. Il doit persévérer dans la prière. Si c'est la volonté de Dieu, les gens voteront pour lui. Ça s'accomplira. Sachant que lui, il parle de prophétie depuis un moment, il parle de Dieu. Vous voyez, non? Beaucoup de pasteurs vont là où il y a l'argent. Hein. Oui, d'ailleurs, on a appris beaucoup de pasteurs, ils ont créé à Pibo, ils sont en train d'aller où il y a l'argent. Est-ce que Daniel Eda, en dehors de la prophétie de Dieu, de la promesse de Dieu, est-ce qu'il a l'argent? C'est ça le problème. Donc, seulement Dieu, remettons-nous seulement à Dieu, si Dieu lui donne la possibilité d'être président de la République. Bon, s'il était candidat, moi, je n'hésiterais pas à voter pour lui. Bon, vous avez un potentiel candidat, un potentiel électeur. Et voilà, bon à savoir. On va finir maintenant, Laurent Roland Tonéikès, par le grand quotidien. Alors, oui, question au gouvernement sur la misère des acteurs des médias au Bénin. L'honorable Baké Chabigoro mérite les hommages de la presse. En parlant de la presse, notamment au niveau de la HAC, la campagne a été lancée officiellement par le président Moretti. Mais j'aimerais qu'on dise un mot par rapport à ce sujet, surtout Burkina Faso. Le mandat transitoire prolongé de 5 ans, selon la nouvelle charte, Ibrahim Traoré reste chef jusqu'en 2019 et éligible aux prochaines... Jusqu'en 2029. 2029, pardon. Et éligible aux prochaines élections. C'est le même schéma que le Mali, finalement. C'est une erreur... L'AES, apparemment... C'est une erreur d'Ibrahim Traoré et je crains que ça le rattrape. Parce que c'est vrai, il a une bonne vision pour son pays. On le voit à l'œuvre, ça il faut l'avouer. Un jeune qui a du potentiel, oui, la tête sur les épaules, mais il ne faut pas qu'il verse dans ce qu'il est en train de faire là. Parce que son arrivée a suscité beaucoup d'espoir. Et dès lors, parce que quand vous ne savez pas quitter les choses avant que les choses vous quittent, c'est suicidaire pour vous. Et n'oubliez pas qu'il a frôlé déjà 2 ou 3 coups d'État. Alors, quand il fait ça, c'est que les gens ne sont pas totalement d'accord avec lui dans le pays. Ce qu'il fait, c'est... C'est parti pour 5 ans. C'est extraordinaire, c'est parti pour 5 ans. Mais une fausse note de sa part, il va le payer cash, malheureusement. Donc moi, j'aurais aimé qu'il fasse une transition de 2 ans, 3 ans, plus 3 ans, et qu'il décide de reculer, en sachant qu'il a mis les fondamentaux pour le développement de son pays, s'en va. Le peuple va le rappeler. On a vu ça avec des chefs d'État en Afrique ici. Ils sont partis, après on les a rappelés. Ils sont revenus. Certains ont voulu partir après 5 ans et puis il y a eu suscitation. Et puis ils ont continué. Alors, mais certains ont voulu partir après 5 ans. C'est plus ou moins le même schéma. Vous que les gens ont voulu partir. C'est plus ou moins le même schéma que le Mali. Restons focus sur le CETA de l'AES, Laurent Roland Tonéikès. Le même schéma que celui du Mali, finalement, Assimi Goïta. Non, c'est pas bien. Moi, je dis ici, on fait une erreur. Sérieusement. Bientôt le Niger, peut-être aussi. Oui. Tiani, d'ailleurs, même qui refuse d'ouvrir les frontières. Les Nigériens nous attaquent. Parfois, quand on veut leur dire la vérité, ils nous attaquent. Écoutez, merci à vous. Non, ce que vous dites. Oui, pour finir. Peuple nigérien, peuple béninois, travaillons à l'apaisement. Travaillons à ce que
Tiani Sage raison de garder, que Patrice Talon Sage raison de garder. Patrice Talon continue de tendre la main, comme il a commencé à le faire depuis la fin de l'année passée, au travers de son discours sur l'état de la nation, je pense. Vous savez. En tout cas, son discours de fin d'année, on a vu très clairement un chef d'État dans la posture, d'accord, de l'apaisement, tendant la main justement à la junte, au pouvoir. Vous savez, dans différents pays. Ce que je reproche au pouvoir. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali. Ce que je reproche au gouvernement béninois, c'est que Niger. nous tendons la main, nous demandons aux gens, non, venez, on va discuter, les gens ne réagissent pas. Mais en même temps, on prend d'autres mesures encore qui peuvent davantage frustrer et envenimer la situation. C'est ça que je reproche. Oui, bon, on va pas refaire le débat. Mais oui, parce que quand vous tendez la main, à un moment donné, il faut un peu de fierté et de dignité. Donc quand vous tendez la main, vous remarquez que de l'autre côté, il n'y a aucun pas significatif qui est fait. Eh bien, souffrez qu'à un moment donné, on n'accepte pas de se faire marcher dessus. Comme l'a dit le porte-parole du gouvernement. Merci à vous, Laurent Roland. Bonne journée à vous.